qu'il apprécie particulièrement, notamment après son service. Ça va être notre décryptage. Patrick, oui. Son schéma préféré, c'est ça? Oui, enfin, c'est un de ces schémas. En fait, on sait que... Petit jingle quand même, avant de lancer la séquence. Coach Mouratoglou. Pas de jingle, on y va. Eh ben, très bien, ça me va très bien aussi. J'étais parti de toute façon. Bon, ça c'est fait, alors on y va. Je reviens. Alors allons-y. Alors, j'étais pas parti sur celui-là, mais c'est pas du tout un problème. On va commencer par celui-là. Alors, on sait que Nadal va chercher à faire un maximum de coups droits. Et comme d'habitude. Comme d'habitude. Coup droit ou coup gauche d'ailleurs? Juste une question idiote, mais j'ai entendu les gens dire coup gauche quand on est gaucher. Non, coup gauche. Bêtise, ok. Coup droit. Je sais pas, c'est la première fois que je comprends, mais... Ok. Question idiote, on enchaîne. Pas du tout. Donc derrière son service, évidemment, il va tout de suite anticiper, la majorité des joueurs cherchant à lui jouer le revers, il va tout de suite anticiper côté revers pour pouvoir avoir le temps de se décaler. C'est ce qu'on va voir dans cette première palette, déjà. Alors, il est au service, c'est contre Isner. Vous allez voir, hop, j'arrête. Donc, il vient de servir sur le revers d'Isner. Regardez où il est situé déjà. Et on va avancer doucement et on va voir que sa reprise d'appui se fait vraiment énormément côté revers. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Vraiment, quand tu vois ce qui se passe. Regardez où il est placé. C'est là qu'on voit quand il se retrouve, quand il joue au Djokovic, dès qu'il joue le long de la ligne, justement, il est débordé. C'est ce qu'on va voir après. C'est pour justement expliquer que en fait, ces schémas tactiques, lorsqu'ils sont clairement vus par l'adversaire, il y a quand même moyen de le contrer. Ouais. Alors, sur ce coup, donc, il a décalé, il a anticipé côté revers, il décale, et là, évidemment, il prend le coup droit, et tout de suite, il peut attaquer et prendre le contrôle de l'échange et en 2 coups de raquette. Bon, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et là, il n'y a plus rien à faire pour l'adversaire à ce moment-là. S'il trouve des zones longues et s'il arrive à trouver des angles, ce qui n'a pas toujours été le cas aujourd'hui, on le verra après, c'est quand même très difficile. Et après le contrôle de l'échange, il a un lift qui est extrêmement vif. S'il trouve des bonnes zones, c'est très difficile de reprendre le contrôle du point. Il faut vraiment s'appeler Djokovic pour y arriver. Et encore, lorsqu'il est dans cette position-là, il gagne quand même relativement peu de points. Alors ensuite, on va voir justement Djokovic. Qui lui, donc ça c'est à Madrid, toujours sur terre battue. En finale, Nadal va servir et vous allez voir ce qui va se passer. Hop, j'arrête. Donc Nadal je vais aller au ralenti, va anticiper exactement la même chose que sur le coup qu'on a vu précédemment. Regardez où il est. Et la balle, par contre, la balle de Djokovic part plein champ coup droit. Et vous allez voir qu'il est en fâcheuse position. Regardez comme il est en retard. Simplement du fait de l'endroit où il se place après le service, et là tout de suite, le point est très difficile. Il est extrêmement loin et vous allez voir qu'il ne va pas pouvoir revenir dans l'échange. Je fais un deuxième stop pour attirer votre attention juste sur la longueur de balle, parce qu'on parlait de la longueur de balle de Nadal, mais regardez la longueur de balle de Djokovic sur une défense de Nadal qui est quand même très correcte. Elle est à hauteur d'épaule. Hein. Elle est à hauteur d'épaule. Regardez l'effort qu'il fait pour retrouver de la longueur et garder Nadal loin. Et ensuite, il rentre dans le terrain et c'est fini. C'est la recette. Là où Nadal fait une erreur, c'est son service. Service, à partir du moment où il est gaucher, il doit slicer extérieur sur le revers, pour moi, de Djokovic, même si c'est son meilleur coup. Parce que de toute façon, au retour de revers, il va retourner 9 fois sur 10 croisé. Il ne va pas aller, de temps en temps, il va en sortir un ou deux le long de la ligne. Là, en servant sur le coup droit, il offre quand même 2 options à Djokovic, que ce soit d'aller donc plein champ coup droit ou d'aller revers. Il lui donne 2 options. Oui, alors que s'il slice revers, il va retourner. Je suis d'accord, mais ce retour est relativement difficile à faire quand même. Le décroisé, c'est quand même un retour qui est assez... Il en a quand même fait pas mal Isner aussi aujourd'hui. Il a tenté. On a l'impression que Djokovic l'a inspiré Isner aujourd'hui. Djokovic a quand même montré comment battre Nadal. Ils sont quand même pas stupides les autres. Ils regardent un petit peu, ils disent bon voilà, tiens, ça a marché, je vais faire comme lui, je vais essayer. Et de toute façon, on le sait, je crois qu'auparavant, même quand les grands joueurs qui avaient un grand coup, c'est toujours... On essaie toujours de travailler ça, c'est-à-dire que le premier coup, tu joues toujours sur le coup fort. Toujours. Parce qu'au moins, tu es sûr qu'il va le renvoyer. Pour deux raisons. Ça permet sur le deuxième coup d'attaquer le coup faible. Si tu joues le coup faible d'entrée, l'autre il se décale. Et ils mettent de plus en plus dans le tennis actuel, parce que le tennis, où nous, dans les années 80, ça avait déjà un peu évolué du côté de Lendl qui tournait un peu plus, et celui qui après a vraiment exagéré dans ce domaine-là, c'était Jim Courier, si on se rappelle bien, le seul mec qui frappait en coup droit pour un bon match en droitier, elle frappait comme ça, elle allait sur l'extérieur, tu sais, son coup droit allait sur l'extérieur. C'était le premier qui avait fait ça. Mais aujourd'hui, ils le font tous. Et à tel point, c'est qu'on a même vu des fautes de Nadal. Il est allé carrément, mais dans le couloir. Tu peux imaginer, il a fait des fautes dans le couloir où normalement tu joues un revers et tu montes, tu fais un slice, tu montes, en étant gaucher. Lui, il a joué en coup droit, il avait ses 2 jambes dans le couloir, il avait tout le cours ouvert, il a raté. Et on continuera à suivre évidemment l'affaire Nadal après. Je monte le deuxième, très rapide. Oui. Simplement, c'est
il y a très peu d'explications. C'est simplement regarder l'échange. Regardez, c'est Nadal qui a le contrôle de l'échange avec son coup droit et regardez les trajectoires de balles. Très courtes. Et surtout, tout le temps dans l'axe. Jamais de coups qui sortent l'adversaire du terrain. Et c'est, à mon avis, l'un des principaux problèmes que rencontre Nadal aujourd'hui. C'est qu'il a perdu cette efficacité en coup droit. Regardez, il est en attaque. Regardez, c'est carré de service. Il attaque une deuxième fois. Carré de service, juste derrière. Celui-là est un peu meilleur. Là, on pense qu'il va pouvoir finir. Bon, elle prend la bande, mais elle était courte. Mais regardez comme c'est court. Il court. plus du tout croisé. Regardez comme c'est court. Regardez comme c'est dans l'axe. Il fait strictement rien. Il fait rien. Il est tellement loin, il est obligé de Bon, jouer Isner court. finit par rater, mais sans aucune raison finalement. Il a été mis en difficulté à aucun moment sur cet échange, où pourtant Nadal a eu le coup droit d'attaque. Pour conclure, est-ce qu'on peut être C'est inquiet? peut-être à cause de ça, parce que c'est Isner en face qui joue comme ça aussi, Nadal. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'en jouant à la baballe, Isner va craquer à un moment ou à un autre. La preuve, il craque quand même en fin d'échange. Enfin bon, il est Filière longue, mais c'est vrai que Filière longue, normalement, face à Isner, il est censé craquer avant. Mais avant on est Rafael d'accord. Nadal. Simplement, je suis d'accord là-dessus. Simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'il joue très très court. Qui cherche à allonger l'échange. Si ça se confirme face à Andorra lors du prochain tour. Voilà. Parce qu'on va le suivre, on aura le temps d'en parler de Rafael Nadal, évidemment, parce que il ne va pas s'arrêter aussitôt. Et aujourd'hui, je ne pense pas. il a tremblé. Alors on a commencé cette émission avec la finale de l'an dernier. C'était évidemment Rafael Nadal face à Robin Söderling. Söderling qui débutait lui aussi. Alors, il n'a pas eu les honneurs du central, c'était sur le Suzanne. Mais il s'est imposé face à une découverte aussi. C'est intéressant ce qui s'est passé parce que Ryan Harrison a réussi quand même à perturber le Suédois. Mais qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui Robin Söderling après ces deux finales, ces 2 dernières années, Frédéric? Est-ce qu'il vaut vraiment ce niveau-là aujourd'hui? Pas sûr quand même. Moi, je le trouve par rapport à tous ceux qui ont évolué ici, hein, parmi les têtes d'affiche, que ce soit Djokovic, Federer, même Andy Murray, Eric Prodon aujourd'hui, même Rafael Nadal. Ryan Harrison, cela dit, hein, on l'avait déjà repéré à l'US Open en Grand Chelem, je parle vraiment dans des conditions particulières. Il a vraiment un esprit de gagnant. C'est un bagarreur, c'est un joueur qui adore, qui est très jeune, hein, qui a 19 ans seulement, qui adore les grands cours, les grandes occasions, qui a un peu l'esprit américain dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne doute pas, il y va à bloc. Il avait battu Ljubicic à l'US Open dans un match au couteau sur un grand cours. Il avait failli récidiver au tour suivant contre Stakowski, où il avait fait un match mais énormissime. Il avait perdu au tie-break du 5e, 8-6. Ça avait été, toute la foule américaine était évidemment hystérique. Et déjà, on avait senti quand même que dans les grandes occasions, il pouvait s'exprimer. Et là, il a très bien joué le coup. Donc c'est aussi un peu l'adversaire qui a fait dérailler Söderling. Il a pris un set. Est-ce qu'on peut énorme potentiel, pardon. Énorme potentiel Harrison, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, il a battu Jérémy à Indian Wells. C'est vous dire. C'est vous dire à quel point il est fort. Non, mais très bon joueur. Bon, ça c'est Très bon joueur. Mais je voulais quand même avoir. Le Voilà. soigneur est appelé sur le cours. Je voulais avoir votre sentiment sur Robin Söderling. Henri, est-ce que qu'est-ce qu'on peut en attendre cette année? Il est lucky loser dans le tournoi. C'est quand même. Vous êtes encore sur Ryan Harrison là? Non. Oui, mais il est lucky loser dans le tournoi. Pour un joueur qui a fait 2 finales à Roland Garros successives, c'est quand même pas. Il montre pas une forme éclatante. C'est tout. De toute façon, Söderling, c'est un joueur où il doit énormément évoluer dans son jeu. Il joue la même chose depuis 3-4 ans. Il a fait extraordinaire 2 finales de suite. C'est vrai, faut quand même le faire. Hein, c'est pas n'importe, tu vois. Mais il joue pareil. C'est-à-dire qu'il n'a pas évolué dans son jeu. Son jeu, c'est son grand coup droit, son grand décalage. Il va pas vers l'avant comme peut faire même un joueur comme Djokovic, même peut faire un joueur comme Murray, qui lui a toutes les palettes, qui peut essayer d'évoluer dans son jeu. Mais lui, il fait toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, les autres joueurs, ils sont pas cons non plus. Hein. Ils regardent, ils font il fait ça, moi je vais faire comme ça. Donc il y en a un qui a réussi à le battre. Et puis, il est peut-être moins en confiance. Donc c'est un joueur que lorsque tu joues toujours la même chose, au bout d'un moment, les joueurs s'y habituent. Il faut évoluer dans ton jeu. Au prochain tour, ce sera face à l'Espagnol. Avantage le compte, parce que c'était une belle intervention. Balle neuve. Le Watts, une petite sucrerie, le Watts, les plus belles images de la journée, mises en musique et en images par Julien Hubert. C'est parti. Sag mir immer, wer ich bin. Sag mir immer, wer ich bin. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. On your mark. Set.
remporté ici en 2007 Jelena Jankovic. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. Don't want no short man. Clap, clap, clap. Keep your hands clapping, clapping, yeah, clap. Wop bubble wop lop bam boom tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Mambo mambo le décalco, mambo mambo la décalcomanie. Voilà pour le zap du jour, exactement. Alors on va enchaîner avec Jérémy Chardy face à Dimitrov, le duel des Mouratoglou avec notre Français. On n'est pas mécontent, c'était face à un Bulgare qui s'est imposé. Il a fait le boulot, hein, Jérémy. Il a été solide. Oui, il a fait un bon match. Il a été très calme, très concentré tout le long. Il a été très très solide au service puisqu'il a eu qu'une seule balle de break contre lui d'ailleurs dans le dernier jeu ou l'avant-dernier. Non, je crois dans le dernier. Et il a été très constant et il n'a pas donné beaucoup d'opportunités à Grigor, qui était lui de son côté un petit peu tendu et il n'a pas réussi à. Moi je trouve que c'est vraiment bien pour Jérémy parce que après tout ce qui s'est passé, là il a retrouvé son tennis. Moi je l'avais vu là, une des fois où il avait vraiment tellement bien joué, c'était à Hambourg où il avait battu Davydenko avec un tennis, mais je te jure c'était à mourir de rire parce que le gars il a un gros service, gros coup droit et on l'a retrouvé aujourd'hui avec un tennis très solide, même si on joue contre un pote parce qu'ils se connaissent très bien, et il a réussi à fournir un tennis parfait en retrouvant son grand coup droit. Et puis, je crois qu'il était un petit peu plus agressif aussi. Hein. Il venait un petit peu plus vers l'avant. Qu'avant, il avait un peu tendance à attendre un petit peu. Non, mais c'est la difficulté, bien c'est d'arriver à. C'est un bon gars en plus. Oui, il est sympa. En faisant pas trop. Que vous avez Non, je trouve qu'il a fait une super rencontre. Il a très bien servi. J'ai été surprise par l'attitude de son adversaire, quoi, qui est pas. Alors, il l'a étouffé du début à la fin, mais. Bon, il est arrivé sur le terrain, il n'avait pas tellement faim, si. En tout cas, vous avez été entraîneur. Patrick, vous êtes entraîneur de Jérémy Chardy. Mais parce que Patrick, après le match, a été également l'intervieweur de Jérémy Chardy. Il a fait